Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Il y a quelques mois, la BBC a publié une archive vidéo réalisée à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde américaine de 1994. Un extrait de l'émission Standing Room Only, Soccer, Stars and Stripes. Dans ce reportage, qui date donc du 15 juin 1994, on est donc, pour être plus précis, 48 heures avant le match d'ouverture à Chicago, on y découvre une histoire folle, celle d'un projet nommé League One America, ou comment un ancien dirigeant de la NASL a tenté de révolutionner le football mondial pour mieux l'implanter aux States. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 4 de Temps Additionnel. L'histoire du jour nous renvoie à la fin des années 80, début des années 90, alors que la NASL s'est justement totalement effondrée au milieu de la décennie des années 80, en 1984. Elle disparaît après 17 saisons, mettant ainsi fin au football professionnel aux États-Unis. Ces États-Unis se voient et se préparent surtout à organiser la Coupe du Monde de 1994. Ceux-ci ont en effet décroché l'organisation de la grande compétition mondiale en vainquant le Maroc lors des élections pour désigner le pays hôte le 4 juillet 1988. L'idée de la FIFA, elle est simple à ce moment-là, conquérir de nouveaux marchés pour développer le football, et donc avec l'idée d'accroître le développement du football aux quatre coins du monde, mais surtout, ne nous y trompons pas, d'aller chercher un nouveau marché commercial. Mais comme un échange de bons procédés, la FIFA fixe une condition à la Fédération américaine de football: si vous voulez la Coupe du Monde, il vous faut une ligue professionnelle de football au pays. En 1988, cela fait donc 4 ans que la NASL et que le football professionnel a donc de nouveau disparu avec la NASL. Je dis bien de nouveau parce que il est toujours important de le rappeler, le football professionnel aux États-Unis est une vieille histoire. Et justement, on va le faire ce rappel, on va la faire cette parenthèse, parce que contrairement à ce que de nombreuses histoires veulent nous raconter, le football aux États-Unis n'a pas attendu la Coupe du Monde 1994, n'a pas attendu l'arrivée de la MLS pour se développer d'une part, mais aussi surtout pour connaître une élite professionnelle. On va le rappeler donc, comme dans de nombreux pays du monde entier, le football est arrivé aux États-Unis à la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, importé forcément par les différents migrants, en particulier les Britanniques. Mais à la différence de nombreux pays du monde entier, les États-Unis se sont très vite dotés de ligues professionnelles. Dès la fin du 19e siècle, on voit les premières ligues professionnelles de football aux États-Unis. Et c'est là qu'il convient aussi d'insister sur le rôle moteur des États-Unis dans le développement du football au début du XXe siècle, dans les décennies qui ont suivi le professionnalisme de ces ligues. On va le rappeler quand même pour l'histoire, ce sont les États-Unis qui participent à la mondialisation du football à la fin de la décennie de 1910, en participant notamment aux Jeux interalliés, et c'est grâce à cette participation, grâce aussi aux Sud-Américains et notamment l'Uruguay, que le projet de Coupe du Monde de football va véritablement germer avec les premiers championnats du monde qui arrivent en 1924 et en 1928, premiers championnats du monde auxquels les États-Unis participent d'ailleurs. D'ailleurs, petite anecdote, pour montrer ce rôle moteur dans le développement du football, sachez que les États-Unis sont l'un des premiers pays au monde à mettre en place la numérotation dans le dos des joueurs. Dès 1924, pour un match d'US Open Cup, on va avoir des numéros de maillot apparaître dans le dos des joueurs, c'est-à-dire avant ce que l'histoire officielle nous raconte avec ce fameux match qui s'est déroulé en Angleterre. Je rappelle d'ailleurs que l'US Open Cup est plus vieille, la Coupe des États-Unis est plus vieille que la Coupe de France. Et donc, il y avait un véritable mouvement, il y avait un véritable football professionnel aux États-Unis dans ces décennies-là, et malheureusement, il va tomber, il va mourir concrètement, avec deux facteurs qui vont impliquer sa mort: la crise économique de après 1929 et ce que l'on appelle aux États-Unis la Soccer War, une lutte entre différentes associations de football, et donc ça va tuer le football professionnel aux États-Unis, bien au pire des moments concrètement, puisque c'est au moment où les autres ligues mondiales se dotent véritablement de structures et de ligues professionnelles. Le football professionnel donc revient aux États-Unis en 1968 avec cette fameuse NASL qui périclite et qui disparaît définitivement en 1984.
emmenée par son train de vie colossal, hein, qui était au-delà du modèle économique qu'elle avait à l'époque. Mais voilà, le football professionnel disparaît véritablement, pas totalement quand même, hein, parce qu'il reste quelques ligues, et je vous enjoins à aller voir une vidéo qui a été réalisée à ce sujet sur des ligues d'indoor soccer, qui sont des ligues professionnelles, et qui font perdurer un petit peu le football aux États-Unis après la chute de la NASL. Bref, on s'est écarté, on va fermer cette parenthèse culture et on va revenir sur notre histoire de 1994. Une fois l'organisation de la Coupe du Monde décrochée, la fédération va donc devoir créer sa ligue professionnelle. Alors pour cela, elle va traîner dans un premier temps, mais elle va surtout mettre en place faire une sorte d'appel à projet, concrètement, et, qui va avoir 3 candidats les plus sérieux, les plus solides. En fait, il ne reste que 3 à la fin, à se présenter en décembre 1993 à la fédération pour que le jour où va se faire le choix, il ne reste que 3 dossiers. Le premier, vous le connaissez forcément, c'est celui que vous suivez peut-être, c'est la Major League Soccer. Donc, voilà. Le second se nomme American Professional Soccer League, APSL, et le dernier, c'est notre fameuse League One America. Juste une petite parenthèse, l'APSL, c'est pas totalement une feuille blanche à l'époque, la MLS et la League One America en sont, mais pas l'APSL, parce que elle, je vous avais dit qu'en 1984, c'était la fin du football pro à l'échelle nationale, mais il y avait eu des tentatives quand même de réinstaurer des ligues professionnelles, et notamment dès 1990, il y a la fusion, la PSL arrive, elle est une de ces projets-là, elle est née de la fusion de 2 ligues, 2 tentatives de ligues qui étaient nées quelques temps plus tôt, l'American Soccer League qui concerne les équipes de l'Est, et la Western Soccer Alliance. D'ailleurs, sachez que dès 1990, donc, dans cette APSL, on va croiser des clubs que l'on trouvera ensuite en NASL et que l'on trouve aujourd'hui encore en MLS. Je vous en cite quelques-uns. On va trouver les Quakes de San Jose, les Timbers de Portland ou encore les Sounders de Seattle. Bref, je m'écarte. La MLS donc, vous connaissez, vous savez de quoi il est question, et reste donc ce projet, celui qui nous intéresse aujourd'hui, la League One America. Et c'est ici qu'il faut que je vous parle d'un homme qui va porter et qui porte ce projet. Cet homme s'appelle Jim Paglia. Jim Paglia n'est pas n'importe qui. Ancien responsable de communication et du marketing des Rochester Lancers, un club de NASL. Il était à ce poste-là. Et il a donc été longtemps aux côtés du président de la franchise, John Petrosi, au sein d'une franchise qui, pareil, a écrit l'histoire de la NASL, puisqu'elle est championne en 1970 et elle va participer. Elle est la première franchise de NASL à participer à l'ancêtre de la Conca Champions, la Ligue des Champions de la CONCACAF. Elle est donc la première franchise professionnelle venue des États-Unis à avoir pris part à cette compétition. Pour tous les amoureux de quiz, sachez que dans cette première édition, elle va se hisser en phase finale qui se joue au Guatemala et qui est remportée par Cruz Azul contre qui les Rochester Lancers ont fait match nul d'ailleurs. Bref. Paglia donc a assisté, a été un témoin privilégié de l'époque de la NASL, il a aussi assisté à la chute de la NASL, il a vu ce qui avait contribué notamment à la chute de ce modèle-là, et il est donc bien placé, il a pris des notes pour bien comprendre ce qui n'allait pas. En tout cas, lui en a tiré des conclusions. À la disparition de la NASL, il travaille dans la publicité et dans le marketing, mais il ne reste jamais très très éloigné du football. Pour preuve, c'est lui qui fait partie du comité d'organisation de la Coupe du Monde 1994 et qui va faire en sorte justement que ce reportage à 48 heures de l'ouverture de la Coupe du Monde se fasse à Chicago parce que le match d'ouverture se jouera à Chicago. Pour une raison toute simple, sa fille aimait le foot, il voulait que sa fille assiste à une Coupe du Monde, connaisse l'ambiance d'une Coupe du Monde et c'est pour ça qu'il s'est battu pour que Chicago soit l'une des villes hôtes de cette compétition, chose qu'il est parvenu à faire. Et donc, notre cher Jim a créé une société pendant ce temps-là qui s'appelle Entertainment and Destination Enterprise, qu'il va mettre en charge de son projet de League One America. Une ligue qui, sur le papier, vous verrez après, possède quelques éléments qui sont encore utilisés de nos jours, on y reviendra, mais qui surtout se distingue de toutes les autres, car elle veut tout simplement changer le football tel qu'on le connaît à l'époque et qu'on le connaît d'ailleurs encore aujourd'hui. Paglia part du principe qu'une ligue américaine de football ne réussira aux États-Unis que si elle propose une vision, une version de ce sport, de ce jeu adapté au public américain, un public qui a l'habitude de regarder des compétitions riches en buts. Et donc, il faut redynamiser le football. Et plutôt que de le redynamiser, lui, il décide de le réinventer. Il va s'associer à un docteur venu de DC qui s'appelle Jay Kessler pour créer tout simplement un nouveau sport, une nouvelle façon de jouer au football, une version qu'il appelle le Zone Soccer. Alors, le concept, vous allez voir, il est à la fois simple et compliqué. Le voici. Vous prenez un terrain de football,
Vous oubliez le marquage tel que vous le connaissez avec son rond central et sa surface de réparation. Non, à la place, vous tracez des lignes tous les 15 yards. Ces lignes vont délimiter des aires sur ce terrain. Une aire rouge, une bleue, une jaune et une blanche. Car dans le zone soccer, ce qui est important dans le nom, c'est le mot zone. Ces aires que vous avez tracées, jaune, rouge, bleu et blanche, définissent des espaces dans lesquels vous allez placer des joueurs. Ce sont les zones d'action de certains joueurs qui évoluent dans ces espaces et qui surtout n'ont pas le droit d'en sortir. Vous allez donc placer 3 défenseurs dans la zone rouge, 3 milieux de terrain dans la zone bleue, 3 attaquants dans la zone jaune et un buteur dans la zone blanche. Les joueurs sont équipés de maillots correspondant à leur zone, avec la couleur de leur zone, ne peuvent pas la quitter, et pour s'assurer qu'ils ne la quittent pas, on va les équiper de capteurs, qui ressemblent un petit peu aux capteurs GPS qu'on utilise aujourd'hui pour la data, dans le football, pour collecter les datas. Et surtout, on place 8 arbitres au bord du terrain qui veillent à ce que tout le monde respecte sa zone. Grosso modo, pour comprendre un petit peu l'histoire, pour résumer aussi, chaque joueur a accès juste à 2/3 du terrain, pas plus. Le premier changement, ce sont donc ces zones. Le deuxième changement, et c'est une modification importante, on ne marque pas de but en zone soccer, on marque des points. Oui, des points. Des points qui sont déterminés en fonction du buteur et de l'endroit d'où vous marquez. Si l'attaquant ou le buteur marque, c'est un point. Si c'est un milieu de terrain, c'est 2 points. Si c'est un défenseur, c'est 3 points. Et comme les zones ne sont pas au même endroit du terrain, en d'autres termes, pour faire simple, plus vous marquez de loin, plus vous marquez 2 points. La bise à Jacques-Henri Hérault. Ce n'est pas tout. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul but dans lequel vous pouvez marquer, il y en a 2. Le but que vous connaissez aujourd'hui, le traditionnel but de foot, est inscrit dans un but un petit peu plus grand. Et donc il y a un espace entre ces deux buts-là. Si votre ballon passe dans cet espace-là, qui est un peu plus difficile pour le gardien, vous vous en doutez, eh bien il y a un bonus de 0,5 points. Dernière règle, dernière modification, il y a eu donc les aires de jeu, la manière de jouer pour les joueurs, la manière de se déplacer pour les joueurs, les buts, et il y en a une dernière, c'est la durée. Oubliez les 2 fois 45 minutes, on va jouer 3 tiers-temps de 20 minutes. Et au cours de ces 3 tiers-temps, chaque équipe doit être différente entre le premier et le deuxième. Il faut avoir 2 équipes totalement différentes entre le premier tiers-temps et le deuxième tiers-temps, et vous pouvez mixer dans le 3e tiers-temps. Alors c'est difficile, je l'entends, je le conçois, de voir ce que cela peut donner sur un terrain, d'autant que on n'a aucune image de ce zone soccer, on n'a jamais vu une seule vidéo, même pas l'once d'une photo. Pourtant, il se dit qu'au cours de l'année 93, Jim Paglia l'a testé, son concept de League One America, à la Woodson High School, qui est un endroit dans lequel, par exemple, Pelé, avec le Cosmos, avait affronté Washington à l'époque de la NASL, notamment en 1976. Il se dit donc que la Woodson High School, 2 équipes composées de semi-professionnels locaux et d'anciens joueurs professionnels, ont foulé le terrain devant une centaine d'observateurs qui, c'était la condition, n'étaient pas des amateurs de football. Bien au contraire, Paglia avait décidé de faire une sorte d'étude de marché, de test à grandeur nature, devant des consommateurs qui ne connaissaient rien ou presque du football. Certains avaient même déclaré d'ailleurs qu'ils n'aimaient pas du tout ce sport. Chaque spectateur s'était vu remettre un carnet de notes, était invité à noter toutes les observations qui lui passaient en tête au fur et à mesure que le match se déroulait, mais surtout, c'est ce qui intéressait Paglia, devait indiquer au bout de combien de temps il avait compris ce qu'il voyait. Concrètement, les spectateurs étaient enjoints à regarder le chronomètre et à noter dans leur carnet à partir de quelle minute ils avaient compris les règles fondamentales du zone soccer. Et il s'était avéré, à l'issue de ce test, que en moyenne, les spectateurs avaient compris au bout de 12 minutes et avaient fini par apprécier le spectacle. Bref, on n'a eu aucune image, on n'a aucun véritable retour, ça n'a pas été du tout médiatisé. Mais voilà, alors ça vous paraît peut-être totalement fou, mais il y a quand même des éléments bien concrets dans son projet de ligue à Jim Paglia. Il avait les fondations pour son projet, il avait estimé le coût de la ligue, 700 millions de dollars, il avait déjà estimé le format, 12 équipes réparties sur l'ensemble du territoire et réparties en 3 divisions, Western, Central et Eastern, et surtout, sa League One America avait pris des options sur des terrains pour construire des stades dans différentes villes, dans 8 villes, Chicago, Orlando, Saint-Louis, Boston, New York, Atlanta, Dallas et Washington DC. 2 étaient encore à l'époque en cours de négociation, Los Angeles et San Diego. Vous allez reconnaître quand même beaucoup de villes qui ont ensuite eu une franchise MLS. Bref, après avoir parcouru le pays, Paglia avait aussi, c'est ce qu'il dit, levé des contrats de sponsoring pour sa future League One America. Mieux,
Il avait même été reçu à la FIFA, en Suisse, par Sepp Blatter et Guido Tononi, le conseiller de Sepp Blatter, qui s'était, selon les dires de Paglia, enthousiasmé pour le projet, dont le coup d'envoi était prévu pour mai 1995. Bon, on comprendra plus tard que Blatter et toute sa clique se sont servis de Jim Paglia pour mettre un petit peu la pression sur une fédé américaine qui traînait encore à attribuer et à se décider dans son choix de ligue, et que voilà, le pauvre Paglia a juste servi de monnaie, de moyen de pression sur les autres projets. Surtout que, pendant ce temps, Jim Paglia est quand même quelque peu moqué au pays par les membres de la fédération et par les autres ligues. Les instances, dans certains médias, on se moque un petit peu de son zone soccer. Et donc, début décembre 93, quand les 3 projets arrivent sur la table de la fédération américaine de soccer, de football donc, et l'heure de la décision est venue, Jim Paglia et son projet ne vont pas gagner, ils n'auront aucun vote. Celui qui gagne, on le sait, c'est la MLS. On va rappeler quand même à l'époque que le projet de MLS était porté par un homme nommé Alan Rothenberg, que Alan Rothenberg avait été nommé à la présidence de la fédération en 1990, qu'il avait le soutien de la FIFA, il avait beaucoup travaillé avec la FIFA, notamment lorsqu'il avait participé à l'organisation des Jeux Olympiques de 1984 et qu'il entretenait des liens étroits avec Blatter et Joao Avalanche, le président de la FIFA à l'époque. Autant dire que bon, les jeux étaient déjà faits bien avant quand même pour ce pauvre Jim Paglia. Notre cher Jim n'avait quand même pas complètement abandonné l'idée, tout simplement puisqu'il s'était dit aussi pourquoi ne pas fusionner les 3 projets en une super ligue qui permettrait une sorte de super division avec plusieurs manières de jouer au football et qui permettrait justement avec des matchs interligues entre les 3 et de dynamiser et d'avoir un maillage plus large du territoire au sein du football pour dynamiser le football américain. Bref, ça n'a pas été le cas. La Ligue One America, je le disais, ne récolte aucun vote. Le 17 décembre 1993, la FIFA entérine le fait que la MLS sera celle qui permettra donc au football professionnel de revenir aux États-Unis. Après cet échec, Jim Paglia continue quand même un temps de présenter son concept à différents investisseurs, espère même que sa ligue deviendra le concurrent numéro 1 de la MLS. Il veut clairement affronter la MLS sur certains marchés, notamment du côté de New York ou de Los Angeles. Il accuse même la MLS de pratiques anticommerciales. Bon bref, sa ligue devait débuter en 1995. Elle finit d'abord pour être repoussée au début de 1996. Mais bon, fin 1995, Jim Paglia met fin à son rêve, abandonne son rêve de Ligue One America et il se concentre alors sur d'abord un peu le football, mais surtout ensuite à revenir dans la publicité, la communication et le marketing, avec quand même un sentiment un petit peu amer dans tout ce projet. Alors aussi fou fut ce projet, cette fameuse Ligue One America, il reste quand même qu'elle a planté quelques graines qui ont été utilisées et qui sont encore utilisées aujourd'hui aux États-Unis. Et pas que, en particulier dans tout ce qui est la vue et les fan experience, dirons-nous, ou les stades en eux-mêmes et l'organisation de la ligue. Footballeurs, droits de commercialisation, stades et tout ce qui concerne l'exploitation de la ligue était prévu pour être géré uniquement par Ligue One America, la ligue elle-même. C'est exactement comme cela que fonctionne la MLS aujourd'hui. Mieux, lorsque Paglia prévoit ces 12 villes, il les dote de cahiers des charges pour pouvoir avoir une franchise, comme le fait la MLS, comme le fait l'USL aussi. Un cahier des charges assez visionnaire quand même. Notez, des stades à taille humaine, 20 000 places, multi-usages. Paglia a compris par exemple que pour rentabiliser un stade de foot, il fallait par exemple qu'on puisse y organiser d'autres événements, type des concerts. Un design assez similaire d'une ville à l'autre, mais surtout des terrains inclus dans des zones métropolitaines, au cœur de vastes projets de divertissement, au milieu de galeries commerciales et d'autres types d'activités. Ce que l'on voit aujourd'hui partout dans les nouveaux stades. En gros, les stades de Paglia répondent aux critères qui sont aujourd'hui mis en place, mais partout dans le monde. Regardez par exemple le Tottenham Hotspur Stadium, où l'on peut même aller y faire du kart. Bref, Paglia d'ailleurs a été approché par les dirigeants de la MLS pour designer les stades spécifiques à la MLS quand elle a pris son départ. Mais bon, il reconnaît quelques années plus tard qu'il avait quand même beaucoup trop de rancœur pour pouvoir y participer et qu'il a rejeté absolument toute offre. La suite de l'histoire est connue, la MLS s'impose, elle se développe, elle arrive aujourd'hui à avoir une vitrine mondiale et surtout, elle s'est imposée comme la première ligue professionnelle de football aux États-Unis à être aussi prospère dans toute l'histoire sur le plan économique. C'est la seule à perdurer aussi longtemps et surtout à continuer de se développer et de générer des revenus et donc d'avoir trouvé concrètement son modèle économique. Du côté de l'autre ligue, l'American Professional Soccer League, elle résiste encore
2 saisons. Les Seattle Sounders, par exemple, que vous voyez sur mon maillot, décrochent les 2 derniers titres de 1995 et 1996. Et puis, cette American Professional Soccer League finit par fusionner pour devenir ce qui est aujourd'hui l'USL, le concurrent numéro 1 de la MLS. Quant au projet fou de Jim Paglia, personne ne peut témoigner, n'est là encore aujourd'hui pour témoigner, pour dire à quoi cela rassemblait. Personne ne peut raconter ce que cet autre football qui voulait révolutionner le sport roi aux USA, à quoi il aurait pu ressembler, à moins qu'un jour, quelqu'un ne retombe sur ce projet et décide de le ressusciter.